consensus sur le processus de recrutement de la main-d'œuvre non qualifiée dans les entreprises minières. Grogne à Tivaouane, à 9 jours du Gamou. L'assainissement est un sérieux casse-tête. Plusieurs caniveaux d'évacuation des eaux sont défectueux. À suivre le tour d'horizon de l'actualité internationale avec Georges Détié Diop. Juste après les sports, Malal Diagne. Bonjour à tous. Cela fait 100 jours aujourd'hui que Pape Abdoulaye Touré est en prison. Sa famille a convoqué une conférence de presse à la cité Apix dans la banlieue de Dakar. L'activiste est inculpé pour acte de nature à compromettre la sécurité publique, participation à un mouvement insurrectionnel suite au saccage de l'UCAD en juin dernier. Lors de son interpellation, il avait été tabassé, ce qui lui a valu 2 fractures. À Rassonto, le gouverneur de Kédougou entame aujourd'hui une série de rencontres avec les élus de la région sur instruction du ministre de l'Intérieur suite à un CRD. L'objectif est donc de trouver un consensus sur le recrutement dans les entreprises minières. Cela fait suite donc aux manifestations des jeunes violemment réprimés il y a un peu plus d'une semaine. Il y a eu 2 morts et 8 blessés par balle. 29 nouveaux membres viennent d'intégrer le comité sénégalais des droits de l'homme. Le président du comité a profité de la cérémonie d'installation pour interpeller le ministre de la Justice sur la redynamisation du CSDH rétrogradé en statut B depuis 2012. Voici Maître Papsen. Le Comité sénégalais des droits de l'homme, avec l'appui de l'État, des partenaires techniques et financiers et la participation de la société civile, a engagé une série d'actions pour la conformité de l'institution au principe de Paris et la reconquête du statut A par l'élaboration d'un projet de loi pour une réforme du comité qui devra à court terme aboutir à l'adoption de la nouvelle loi portant Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal. Le statut actuel du Comité sénégalais des droits de l'homme avec son statut B ne correspond ni à la réalité des droits de l'homme au Sénégal, ni à son leadership africain et mondial dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Réinstitutionnaliser aujourd'hui le Comité sénégalais des droits de l'homme par la restauration de son statut A et renforcer l'image du Sénégal en matière de droits humains constitue pour nous une priorité et une urgence. Cette réforme permettra de cristalliser, capitaliser, coordonner et mettre en cohérence notre politique nationale en matière de droits de l'homme. L'installation de ce matin des nouveaux membres de l'institution marque donc un tournant décisif dans le processus de réinstitutionnalisation du Comité sénégalais des droits de l'homme qui permettra à la société civile, aux syndicats, au barreau, à l'université de jouer pleinement leur partition pour l'efficacité et la crédibilité de l'institution. Le ministre de la Justice rassure, selon Ismaïla Madior Fall, l'avant-projet de loi pour la réorganisation du Comité sénégalais des droits de l'homme est dans le circuit. L'État va donc diligenter la procédure. Ismaïla Madior Fall avec Boubacar Diagne. J'ai instruit mes services à travailler avec vous depuis le mois de mars 2023 pour revoir le projet de loi relatif à la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal pour se conformer aux principes de Paris. À ce jour, le projet est dans le circuit administratif pour validation et j'ai pu vous assurer que toutes les diligences seront menées pour son adoption. Mesdames, Messieurs, la volonté politique en faveur des droits de l'homme, toujours affirmée par le président de la République, M. Macky Sall, est une réalité concrétisée par la ratification des principaux instruments juridiques internationaux des droits de l'homme et par la place que le Sénégal a toujours occupée sur l'échiquier régional et international, notamment à la Commission africaine des droits de l'homme et au Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Je sais que la réforme du Comité sénégalais des droits de l'homme est un défi important, mais sachez que le gouvernement du Sénégal en a fait une priorité et je suis convaincu qu'avec l'implication de toutes les parties prenantes, nous parviendrons à redonner au comité son lustre d'antan. Compte rendu de la cérémonie d'installation de ces nouveaux membres du Comité sénégalais. 2 personnes ont perdu la vie dans l'explosion d'une bonbonne de gaz. Les faits ont eu lieu le week-end dernier au quartier d'Erglé, ici à Dakar. 9 autres personnes sont à l'hôpital suite à ce drame. C'est l'un des accidents domestiques qui fait peur à beaucoup de ménagères. Nous leur avons donné la parole, elles, les premières concernées. Elles dénoncent les mauvaises utilisations de brûleurs, mais surtout leur mauvaise qualité. Un reportage de Nafissa Toussila.
C'est la plus grosse crainte d'Amy John, cette aide ménagère de 23 ans, svelte, teint un peu basané. Elle, les brûleurs ou autres accessoires d'une gazinière, ce n'est pas son dada. Elle ne les maîtrise pas. Parfois, je travaille dans des maisons où les brûleurs sont défectueux et quand je le déclare, on me demande juste de le nettoyer et de le monter. Utiliser leur téléphone près des bonbonnes. Ils ne font pas bon ménage. Madeleine Candy est mère de 2 enfants et les restauratrices, sa crainte à elle, ce sont les brûleurs. Car parfois, la qualité laisse à désirer. Quand tu achètes un brûleur, on te propose plusieurs qualités. Et souvent, la plus chère, c'est la meilleure. Mais tout le monde n'a pas les moyens. Pour moi, on doit homologuer le prix du brûleur de bonne qualité pour au moins sauver des vies. Parfois, c'est aussi nous-mêmes qui provoquons les accidents et surtout quand on veut faire des braises pour l'encensoir. Pour la bonbonne de gaz, elle est parfois sceptique. Parfois, il suffit juste d'enlever le bouchon de la bonbonne pour que le gaz sorte automatiquement. Ce n'est pas sûr. Pour moi, les producteurs doivent veiller à cela. Seynabou Wan vit à Dieuppeul, un peu plus de la trentaine. Sur la question, aucune inquiétude. Elle utilise que du charbon de bois. Moi, je n'utilise que le charbon de bois. D'ailleurs, je ne maîtrise même pas le fonctionnement de la bonbonne. Depuis que je suis toute petite, c'est le charbon. Même quand je me suis mariée, c'est ce que je faisais dans mon appartement. On a une petite bonbonne, mais on fait tout à la boutique. Les accidents domestiques au gaz butane ne sont pas assez fréquents, certes, mais ils restent les plus dangereux, car les dégâts sont irréversibles. L'expert en réduction de risques et gestion de catastrophes Amadou Kanar Diop donne des conseils pour éviter les explosions de bonbonnes de gaz. Il souligne que ces explosions peuvent être causées par des défauts de fabrication, entre autres. Voici le commandant Amadou Kanar Diop, interrogé tout à l'heure par Elhaj Nyogodjen. Le fait d'exposer la bouteille de gaz côte à côte avec les fourneaux à gaz peut causer des problèmes. Puis on évite vraiment au niveau de la cuisine, la juxtaposition de ces 2 feux, on peut éviter l'explosion d'une bombe de gaz. Si la bille n'est pas bien placée pour pouvoir donner le volume de gaz nécessaire, s'il n'y a pas de bouteille ou s'il n'y a pas d'essentialité, ça peut constituer une explosion. Et maintenant, comment réagir en cas d'explosion d'une bonbonne de gaz? En fait, l'instant qu'il y a explosion, c'est-à-dire que le mal est déjà fait. Ça veut dire qu'avant l'explosion, si on sent nettement que la flamme dépasse un peu le bec, il suffit juste de fermer le robinet. Mais si la bouteille a déjà explosé, on ne peut que, c'est même très difficile de la faire, de la balancer vers l'extérieur, c'est très difficile. Parce que dans l'instant que c'est explosé, c'est déjà cassé. On ne peut plus grand-chose que de se couvrir pour ne pas avoir les méfaits de cette explosion. C'est tout ce qu'on peut faire. Et après refroidir par de l'eau ou une serviette mouillée ou ce genre. Mais quand ça explose, c'est pas pareil. Et quand la bouteille prend feu, quand ça prend feu, c'est moins méchant. Quand on a une serviette ou une serpillière mouillée, on le met sur le bec, ça l'étouffe. Mais que ça explose, déjà c'est cassé, le gaz sort avec la flamme. Là, on ne peut que se couvrir pour éviter ces méfaits. Cette grogne des populations de Tivaouane à 9 jours du Gamou, plusieurs caniveaux d'évacuation des eaux usées sont défectueux. Certaines maisons sont même envahies par ces eaux usées. Les eaux de pluie ne font qu'aggraver la situation. Les populations de Tivaouane dénoncent des lenteurs dans l'exécution des travaux d'assainissement de la cité religieuse. Constat dans ce reportage de Cheikh Anta Diop. Le décor n'est pas du tout reluisant à quelques jours du Gamou de Tivaouane. Nous sommes au quartier commercial. Ce père de famille, Ali Taha, trouvé devant son domicile, résume tout en un seul mot. On est champion de la dernière minute. Tous les regards sont défectueux. Sur toute la longueur, de la grande mosquée jusqu'au stade. C'est un danger public. Selon Ali Taha, le principal problème demeure les lenteurs notées dans l'exécution des travaux d'assainissement de la ville de Tivaouane. À 10 jours du Gamou, on ne peut rien faire de concret. Tivaouane est en pleine mutation. Il fallait prendre les devants. Mawadien, ce jeune très en colère, habite au quartier Fogny. Il trouve inacceptable qu'au moment où on s'apprête à recevoir des millions de pèlerins, il y a toujours un trop plein d'eau dans certains quartiers de Tivaouane. Quartier Kër Xaali fële si kaw
De l'autre côté, à Kër Khali, le quartier est toujours submergé par les eaux de pluie. Les populations auront du mal à recevoir les pèlerins. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Le ministre de l'eau et de l'assainissement Serigne Mbaye Thiam est attendu à Tivaouane pour s'enquérir de la situation. Les populations auront leur mot à dire, certainement. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À la cité Batrin de Ouakam, les habitants sont sur le qui-vive à cause de nombreux cas d'agression notés ces derniers jours. Des jeunes, pour la plupart, font des descentes dans le quartier avec des armes. Ils n'hésitent pas à commettre leur forfait même en plein jour. Salimata Aoui a fait un tour ce matin. Dans sa quincaillerie, Ndiagandiaï finit rapidement sa tasse de café. Résidant au quartier Batrin de Ouakam, il revient sur les détails des agressions récurrentes ces derniers jours. 20h, 21h. On ferme nos portes à longueur de journée. Ils sont nombreux, ces agresseurs avec des armes à feu. Ils ont croisé mes enfants cette semaine, heureusement qu'ils ont fui. Rapidement au même endroit. Ils sont venus juste après la fermeture de la boutique armée jusqu'aux dents. En plus des jets de pierre, la situation était intenable. Ils ne laissent rien sur leur passage, surtout à la cité avion. C'est très dangereux. Des agressions en plein jour, les jeunes du quartier s'en offusquent et disent être déterminés à faire face. jël suñuy élément si booy yoo xam ne si koñ bi lañ dëkk ñu jël leen ñu yóbbu leen te ñoom xam nañ fi booy di perturber booy fi ñu perturber ñoom xam nañ fi ñu nekk waaye duñ fa yegg léegi nag ñun nee naa ko loolu ñun léegi duñ ko nangu depuis boobu ba léegi nag ñëwaatuñ fi mais ñun moom instant yi pare nañ teem booy suñ ñëwee ñu jëflante ak ñoom. En plus des agressions, les habitants de ce quartier déclarent être victimes dans leur maison des vols de portables en plein jour. Ils signalent tout de même la présence des gendarmes qui semblent dissuader ces bandits. Et nous avons contacté le préfet de Dakar sur la question. Il déclare que des mesures sont en train d'être prises pour lutter contre cette insécurité. Il s'agit du démantèlement des cités flottantes comme la cité imbécile ou encore la zone de captage. Mortalatine annonce que les opérations vont se poursuivre. En plus des patrouilles des forces de défense et de sécurité, l'ancienne piste sera la prochaine étape. Selon le préfet de Dakar, il appelle à la collaboration des citoyens pour combattre l'insécurité. Et je vous rappelle qu'on en parle tout à l'heure dans la rubrique Point de vue. En Casamance, les zones de retour sont totalement dépourvues d'infrastructures sociales de base. Pour atténuer les difficultés de prise en charge sanitaire, une assistante médicale itinérante vient d'y être affectée. Une initiative de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance. Les populations retournées bénéficiaires de ce dispositif s'en félicitent. RFM à Ziguinchor, Lamine Bar. Seuls 4 villages sur les 24 déplacés de l'arrondissement de Niassia ne sont pas encore retournés. L'engouement pour le retour est donc une réalité, mais les populations, une fois sur place, arrivent dans des zones dépourvues totalement d'infrastructures sociales de base. La santé reste l'une des principales priorités. C'est pour compenser ce vide que l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance a décidé d'initier des stratégies d'assistance itinérante pour permettre aux populations retournées d'accéder à des soins de santé de qualité. Ansoussane, directeur général de l'ANRAC. À travers cette convention, nous pouvons contribuer à prendre en charge cette préoccupation sociale pour ces populations. Dans un village comme Bissine, une telle initiative permet de réduire le calvaire des femmes qui se voient obligées de faire le déplacement sur Diagnon pour juste un suivi prénatal. Vous savez, ici, juste pour un suivi prénatal, nous quittons Bissine pour nous rendre jusqu'à Diagnon. C'est un calvaire et il faut débourser plus de 2000 francs CFA. Donc, ça, c'est une bonne initiative. Un problème d'eau, on a un problème d'assainissement. On n'a pas de courant, nous buvons sur les puits. On n'a pas de robinet, on n'a rien. On n'a pas de poste de santé. On a un bloc bananerie qui devait être réhabilité, mais jusqu'à présent, elle n'est pas encore réhabilitée. La sécurisation intégrale des arrondissements de Niaguis et Niassia suscite un fort engouement de retour. Mais les urgences en matière d'équipement sociaux de base se révèlent au grand jour. Les autorités étatiques sont interpellées. Lamine Ba, Ziguinchor.
Radio Futur Média. Les agents contractuels des établissements publics ruminent toujours leur colère. Ils dénoncent leur mise à l'écart des avantages octroyés par le gouvernement. Ils sont exclus des indemnités de logement et autres primes accordées aux agents de la fonction publique. Ils interpellent le chef de l'État et demandent au ministre de la Santé de rectifier ces disparités, d'autant qu'une ligne budgétaire de 8 milliards était prévue à cet effet. Le coordonnateur du collectif national des contractuels des établissements publics de santé, Abouba, était l'invité de RFM Matin. La situation aujourd'hui, elle est dramatique dans les hôpitaux parce que le climat social est très pourri. Les contractuels des établissements publics de santé vivent une situation très difficile liée aux indemnités de logement que l'État a octroyées aux agents de la santé, et cette répartition est très mal faite parce qu'ils ont pris une partie, notamment les agents de l'État, les fonctionnaires et certains corps qu'ils ont donné des indemnités de logement. Le reste est laissé en rade, tout en sachant que tu nous avais dit que ça a été budgétisé à hauteur de 8 milliards et que les hôpitaux avaient envoyé leurs effectifs et que les gens seront tous payés et il y aura de l'équité, que tous les gens auront leur indemnité de logement. Et depuis lors, nous, on n'a rien vu. C'était depuis mai 2022. Nous voulons que le Premier ministre, d'abord le ministre de la Santé, depuis lors, on ne l'a pas entendu sur ce dossier, et que le Premier ministre et que le Président de la République lui-même, qui a donné ses indemnités, qu'il soit au courant que cet argent, les gens n'ont pas reçu. Il y a eu des rencontres avec le ministre. Ils sont revenus, ils nous ont dit qu'au niveau du ministère, qu'il y a eu une simulation. On a amené les effectifs et que le ministre des Finances a fait un rallonge pour les contractuels des établissements publics de santé à hauteur de 8 milliards 140 millions 320. Il y a un mail qui est venu du ministère de la Santé destiné au directeur des établissements publics de santé de tous les hôpitaux du Sénégal. Et ce mail-là, c'est ce mail qui a amené une discrimination parce que la clé de répartition n'est pas bonne. Ils sont basés sur un décret 1430-2018 et ce décret, c'est un décret particulier relatif aux fonctionnaires du cadre de la santé. Donc ça ne nous concerne pas, nous les contracts. Donc l'argent, puisque l'effectif a été donné, nous voulons que tous ces agents-là, tous les agents de la santé bénéficient de cette indemnité de logement et que ce problème soit derrière nous. Sinon, nous continuons notre lutte. L'actualité internationale. À midi et 18 minutes, nous accueillons Georges Détié-Diop. Bonjour Georges. Bonjour Anna. D'abord, les inondations en Libye. Les habitants de Derna étaient dans la rue hier lundi. Ils ont manifesté pour exiger que les autorités rendent des comptes. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées devant la grande mosquée de la ville où elles ont scandé des slogans contre les autorités de l'Est incarnées par le Parlement et son chef Aguila Saleh. Dans un communiqué lu lors de la manifestation, les habitants de Derna ont appelé à une enquête rapide et à des actions légales contre les responsables des catastrophes. Ils ont également demandé la mise en place urgente d'un bureau de soutien de l'ONU et au lancement du processus de la ville et les compensations des résidents affectés. Le communiqué exige en outre la dissolution du conseil municipal actuel et une enquête sur les budgets précédents de la ville. En Côte d'Ivoire, une maladie inconnue fait des victimes dans un village du centre. Des morts et plus de 50 hospitalisations. Une bouillie de maïs serait à l'origine de la contamination. Khadija Touane. 7 personnes sont mortes, 5 au CHU de Bouaké et 2 à Niakban, village situé à une trentaine de kilomètres au sud, selon une source hospitalière. La source a ajouté « Nous avons au total 59 personnes hospitalisées au CHU de Bouaké, majoritairement des enfants et quelques adolescents », précisant que les symptômes de la maladie sont des vomissements et des diarrhées. Selon le chef du village de Niakban, ceux qui sont morts ont entre 5 et 12 ans. Il ajoute qu'une cinquantaine de personnes étaient au CHU de Bouaké dimanche passé. Un infirmier l'a informé que des enfants étaient en train de mourir. Un proche du chef du village a indiqué que selon les rumeurs, une bouillie de maïs serait à l'origine de la contamination. La mère de la première victime a affirmé avoir acheté de la bouillie qu'elle a donnée à son fils. Après une envie d'aller aux toilettes, dit-elle, il a commencé à vomir quand je lui ai donné le médicament qu'on m'a donné à l'hôpital de Djebonouan. Agnès Aya Konan a également perdu sa fille. Elle refuse d'accuser la vendeuse, indiquant cependant que ses enfants ont consommé la même bouillie dimanche passé. Est-ce qu'on ne va pas finalement abandonner notre fameux fondé matinal, Georges Détié? On va maintenant au Mali.
Au Mali, où 5 soldats ont été tués et 11 autres portés disparus après l'attaque dimanche de 2 camps militaires. Attaque revendiquée par les rebelles Touaregs du cadre stratégique permanent. Bilan fourni par l'armée qui a indiqué avoir perdu un avion, mais avoir neutralisé plus d'une trentaine d'assaillants lors des combats. Les assaillants se sont ensuite retirés des camps militaires. En Égypte, 9 militaires ont perdu la vie dans un accident à la périphérie du Caire. Selon le porte-parole de l'armée égyptienne, des victimes, parmi lesquelles des officiers, sont décédés après qu'un camion militaire chargé de munitions s'est soudainement renversé lors d'activités d'entraînement prévues au sud de la 10e ville de Ramadan. Ouverture ce mardi de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York aux États-Unis. Le thème de cette 78e session, rétablir la confiance et raviver la solidarité, accélérer l'action menée pour réaliser le programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous. L'intervention du chef d'État Macky Sall est attendue ce soir. Georges Détié-Diop qu'on retrouve dans 5 minutes pour la revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue ce midi sur le retour de l'insécurité à Dakar avec plusieurs cas d'agression. Quelle solution? On en parle donc tout à l'heure avec Alioune Kandji, major de gendarmerie à la retraite, et puis Cherna Keita, brigadier chef des gardiens de la paix à la retraite et président du mouvement national des policiers à la retraite au Sénégal, tout corps confondu. RFM Sport. À midi et bientôt 23 minutes, les sports, une présentation de Malal Diagne Junior. Bonjour Malal. Bonjour Anna. Le CNG de lutte va introduire la VAR dans l'arène. La vidéo-assistance pour mettre fin au litige, c'est une décision qui a été prise à l'occasion de la dernière assemblée générale de la du CNG, du Comité national de gestion, assemblée générale qui s'est tenue ce week-end. Le président Birassen est revenu avec nous sur comment cela va se faire et quels sont les combats et villes concernés. Birassen, que nous écoutons. La VAR a été une vieille doléance des acteurs de la lutte. Et le samedi dernier, lors de l'Assemblée générale d'information, les acteurs sont revenus sur la question et aimeraient voir l'application de la VAR lors de la saison prochaine. Et c'est ainsi que lors de cette séance, nous avons dit oui, nous allons essayer de recourir à la VAR. Parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans la lutte. On ne peut que s'en réjouir dès lors qu'avec la lutte sans frappe, nous l'appliquons lors de nos séances de mbapat, de tournois de lutte traditionnelle. Et ça, c'est depuis... Donc ce ne serait pas nouveau en nous. Maintenant, il y aura un dispositif qui va être mis en place pour qu'à chaque fois qu'il y a une situation d'arbitrage litigieuse constatée par le juge qui aura en charge de la VAR, on va recourir, n'est-ce pas, aux images. Donc, si Dieu le veut bien, si Dieu nous aide à cela, nous parviendrons à mettre la VAR lors, n'est-ce pas, des combats avec frappe, mais selon intéressant que les grands combats du jour. Une initiative saluée par les journalistes spécialisés dans la lutte avec frappe au Sénégal. Sodecham. Plus de polémique d'après-combat. Le CNG va introduire la VAR à partir de la saison 2023-2024. Une belle initiative selon le journaliste Malik Chandouma. Je fais partie de ceux-là qui avaient émis cette idée d'utiliser la VAR lors des combats dont les cachets sont supérieurs à 10 millions. Ça peut permettre de minimiser les erreurs d'arbitrage, mais également ça peut permettre dans une certaine mesure d'éradiquer le fléau de la violence dans l'arène. Parce que les décisions controversées de certains arbitres peuvent pousser justement les supporters, voire les fan clubs à agir d'une manière imprévisible. Cette introduction de la VAR maintenant permettra bien entendu de faire en sorte que tout soit clair avant qu'on ne quitte l'arène. La meilleure chose pour un lutteur, c'est d'obtenir la victoire à l'arène
pendant que c'est encore très chaud. Notre confrère Aboundour va aussi dans le même sens. Le directeur de publication du groupe Les Arènes estime que cette introduction de la VAR n'aura pas d'effet néfaste puisqu'elle existe déjà dans la lutte sans frappe. Partout où il y a recours, on regarde les images et donc on rend un verdict place. Donc je pense que ça pourrait être donc une très bonne chose en lutte avec frappe. Maintenant, je ne sais pas si on va l'appliquer juste à Dakar et pas dans les régions. Est-ce qu'on va l'appliquer juste à l'arène nationale et non pas par exemple à Iba Diop? Mais si effectivement on peut faire donc une application globale à Dakar comme dans la région, ça pourrait contribuer à régler donc un vieux problème. Après plusieurs années de contestation, le CNG va, à travers cette décision, vider les litiges plus rapidement et éviter les polémiques lors des grandes affiches. Après la lutte, le football Malal, la Coupe du Monde U17, le Sénégal est dans la poule D. Dans la poule D avec l'Argentine, la Pologne et le Japon, cette poule est appelée la poule de la mort. La Coupe du Monde est prévue du 10 novembre jusqu'au 2 décembre prochain en Indonésie. Pour le sélectionneur Serigne Saliou Dia, il va falloir travailler et bien préparer cette compétition puisque c'est du lourd qui attend les U17 sénégalais champions d'Afrique. Serigne Saliou Dia que nous écoutons. On est à fond dans la préparation, je pense que ça c'est notre deuxième semaine de travail. Il y avait déjà une liste de 28 qui était sortie, là c'est la deuxième liste de 29. Donc conseillé un peu par les champions d'Afrique qui sont encore là, parce qu'il va falloir un peu consulter tout le travail qu'on avait déjà fait pendant la Coupe d'Afrique. Et là, comme on dit, c'est une Coupe du Monde voilà, où il va falloir renforcer certains secteurs. Et là, c'est dans ce sens qu'on fait appel à de nouveaux jeux, voilà, pour pouvoir essayer de mettre une alchimie entre tous ces jeux, pour essayer d'avoir l'équipe la plus cohérente pendant la compétition. Il fera que les joueurs sauront à quel adversaire, comment faire face à tous ces adversaires. Donc vraiment, on tient à ces matchs. Voilà, il y a un tournoi qui est en vue. On attend encore la confirmation. Il y a d'autres matchs amicaux aussi qui sont en vue. C'est un tirage très difficile. Hein? Je pense certains même appellent le groupe de la mort. Surtout par rapport à la qualité des adversaires qui sont dans ce groupe. Si on voit l'Argentine, qui est une équipe sud-américaine, très agressive, une équipe qui sait manier le ballon, qui sait garder le ballon. On prend le Japon aussi, une équipe très disciplinée tactiquement, une équipe très résiliente, une équipe qui a eu cette capacité à se projeter vite vers l'avant, avec une vivacité très marquée, que ce soit aussi la Pologne, avec la rigueur européenne. Et le football à l'étranger, Malal, avec le retour de la Champions League ce soir, le début de la phase de poule. Au programme AC Milan, Newcastle, PSG, Dortmund, Feyenoord contre Celtic, Glasgow. Lazio Rome joue contre le Real de Madrid. Les Young Boys de Berne jouent contre l'équipe de Leipzig. Manchester City, champion d'Europe en titre, joue contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Le Shakhtar Donetsk joue contre Porto et Antibes joue contre l'équipe du FC Barcelone. Avec cette note triste pour clore la page des sports, avec le football kaolackois encore endeuillé après la disparition de Doudou Diaw, c'est Martartal di Jola qui s'est éteint hier soir. Les obsèques sont prévues cet après-midi à son domicile à Kaznak à Kaolack. L'enterrement est prévu au cimetière de Léona Niassène, paix à son âme. Prochain journal des sports à suivre dans l'édition d'information de 13h. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité, vous offre votre revue de presse. La revue de presse de Georges Détié Diop. Pas encore accepté le départ de Aly Ngouille Ndiaye du gouvernement. Source A rapporte que jusqu'à hier, Macky Sall n'avait pas donné de suite favorable à la lettre de démission de son ministre de l'Agriculture. Résultat, le maire de Linguère travaille à distance avec son directeur de cabinet et le secrétaire général du ministère qui signe les actes. Ce n'est pas tout si l'on se fie à Source A. Comme il l'a fait avec Abdoulaye Daouda Diallo, Macky Sall est toujours en pourparlers avec Aly Ngouille Ndiaye pour que celui-ci ravale sa candidature et soutienne Amadouba. Amadouba qui n'est pas encore sorti de l'auberge. Et pour cause, il est combattu au sein de son parti. C'est ce qu'affirme le journal Le Quotidien qui parle d'apéristes qui combattent un apériste. Mon confrère souligne que c'est la scène que le parti présidentiel offre à la vue de l'opinion. Le candidat de la majorité, Amadouba, est combattu par ses propres frères de parti. Tout le contraire des alliés qui ont fini d'adouber la candidature du Premier ministre à l'issue du choix opéré par le président Macky Sall. Et Aminata Touré s'invite à la danse. Dans un entretien accordé au journal Le Témoin, l'ancienne première ministre et leader de Mimi 24 confie que voter Amadouba, c'est valider une troisième candidature de Macky Sall. La politique toujours à la une de l'Observateur, changement de discours, message populiste, la saison des mutants, la tendance des politiques à ne voir que du beau dedans et à crier aux échecs à la sortie. Un observateur confie au journal du groupe Futur Média que leur discours n'est pas crédible et sur le plan éthique, ce sera difficile de faire passer leur message.
reportage. Des nouvelles du chef d'État. Macky Sall est à New York aux États-Unis pour l'Assemblée générale de l'ONU. Son programme est chargé selon le Soleil et l'As qui semble s'être passé le mot. Selon les confrères, son agenda est surbooké avec une invitation à la Maison-Blanche en tête-à-tête avec Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, entre autres. Source A, quant à lui, parle d'une visite mouvementée avec les Sonkos Boys qui hantent son sommeil. Le journal rapporte que les souteneurs de Sonko ont laissé boulot et argent pour surveiller les moindres déplacements du président Macky Sall. Partout où il est susceptible de passer avec la première dame, les pastéfiens occupent les lieux pour le huer. L'as renchérit que des patriotes ont crié la libération de Sonko. Wolf Quotidien en conclut que Pastef sabote la visite de Macky Sall. L'émigration irrégulière par voie maritime. À la une de Libération, le jeune réalisateur voulait filmer de l'intérieur l'aventure périlleuse des migrants sénégalais. Gral, la tragédie de Doudou Diop racontée. Selon le journal, dans les documents laissés chez ses parents, ses proches ont retrouvé le synopsis de ce projet documentaire baptisé Gral. Dans le document, il écrit que son intention est de raconter l'histoire de Tafa qui lance sa 3e tentative pour rejoindre les côtes espagnoles en Cayuco. Son ami Tafa, avec qui il a embarqué à bord de la pirogue, confie qu'il s'est réveillé à l'hôpital et Doudou n'était plus là. Son père fait savoir qu'il voulait réussir dans le encore par la marine royale marocaine. Un des passagers est hospitalisé. 217 candidats au voyage interceptés entre Noto-Gouidiama, Kayar et Guéréo le week-end passé. 8 organisateurs arrêtés. Les sports pour boucler la Champions League européenne à la une des journaux spécialisés. La première journée démarre aujourd'hui. Titre de record ce matin. Déjà un explosif PSG Dortmund. Le journal Stade, lui, indique que le champion Manchester City va faire face à l'Étoile Rouge. À vos kiosques et bonne lecture. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité, vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Midi 33 minutes sur RFM, nous sommes avec Alioune Kandji, major de gendarmerie à la retraite. Bonjour, major. Bonjour, Anna Rocham. Nous sommes confondus. Bonjour, Cherna Keita. Bonjour, madame. Alioune Kandji, on assiste ces dernières semaines à plusieurs cas d'agression, notamment à main armée, des cas de vol à l'arraché. Vous avez sans doute entendu tout à l'heure notre reportage au niveau de la cité Batrin à Ouakam. Comment on peut expliquer ce retour de l'insécurité à Dakar, ou en tout cas dans certains points de la capitale? Voilà, vous savez, la criminalité dans un pays a 2 facteurs. C'est un facteur endogène et un facteur exogène. Mais au Sénégal, les 2 facteurs ont été renforcés et nourris par les événements qui sont passés au Sénégal, parce que ça a permis de distraire. Les événements, vous parlez par exemple des événements de juin? Des événements d'insécurité qui résultaient des manifestations politiques là. D'accord. Parce que vous savez que la délinquance aime le vide, la criminalité, quand même, la nature a horreur du vide. Parce qu'à un certain moment, les policiers, les gendarmes étaient focalisés dans ces événements. Ce qui a donné du grade aux criminels de sang, c'est-à-dire ceux qui arrachent et qui blessent, qui tuent et qui attaquent les populations. Maintenant, c'est résiduel. Après avoir circonscrit, par exemple, les événements douloureux que nous avons connus depuis 2021, mais la criminalité apparente, quand même, a été nourrie par du fait que les policiers et les gendarmes étaient concentrés dans autre chose. Donc, ils ont pu prendre du grade et qu'il y a l'immigration. Les gens sont venus de partout pour venir à Dakar et dans les capitales, parce que le Sénégal était devenu vulnérable à cause des manifestants, parce qu'ils pouvaient tout faire en s'arrangeant le grade et la participation à une manifestation. Maintenant, si vous voyez, si vous voyez qu'ils sont apparents maintenant, plus apparents, c'est parce qu'il n'y a plus de manifestations. Vous avez compris, parce qu'avec la dissolution de Pastef et l'interdiction des manifestations, ils n'ont plus de sous-couvert, c'est-à-dire de pouvoir faire des actes isolés et avec la confusion des manifestants. Ils ne peuvent plus, donc il faut qu'ils apparaissent maintenant. C'est pour cela que tout ce qu'ils faisaient en s'arrogeant la couverture des manifestations, maintenant ils sont obligés de continuer leur activité. Et là, ça ne sera que sur le compte d'une association de malfaiteurs. C'est pour cela que là, vous avez vu que tous ceux qui étaient venus, tous ceux qui avaient immigré vers Dakar, vers les centres, maintenant
continuent le job, c'est-à-dire ils continuent à la criminalité en s'attaquant aux personnes, en s'attaquant à leurs biens. C'est le fait que vous avez dit que l'ensemble du pays jusqu'à Mbaké, ils en prennent. Mais vous savez, une association de malfaiteurs a plusieurs larrons. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont isolés et que chaque fois que tu arrêtes le chef, tu arrêtes l'adjoint, l'autre il devient le chef et il s'arroge, il recrute du moins d'autres personnes. Donc, mais est-ce que, Major, on peut imputer ça justement uniquement à l'arrêt des manifestations politiques qu'on a connues? Tout à l'heure, on a eu le préfet, il nous a expliqué également que le démantèlement de certaines cités flottantes est également J'arrive. Oui, allez-y. C'était leur logique. Hein. Non, les manifestations, les manifestants criminels, c'est ce qui voulaient habiter le démantèlement de cela, c'était imbécile. C'était parce que là-bas, ils utilisaient, je vous ai dit dès le début que tous les criminels, tous les délinquants, tous les voleurs à l'arraché avec violence, c'était invité aux événements pour faire leur méfait. C'est ça. Hein. Mais effectivement, leur logique, il faut l'incognito, il faut la promiscuité, il faut dans les zones non urbanisées, c'est là-bas où ils logent, parce qu'ils ne vont pas loger à la SICAP Foire ou dans la SICAP Djepel ou autre, où les maisons sont répertoriées et les gens se connaissent. Ils habitent naturellement dans ces quartiers. Mais l'élément facteur favorisant a été l'insécurité et l'instabilité qu'on a connue au Sénégal. C'est ce qui a permis à beaucoup de délinquants et beaucoup de criminels de venir dans notre pays. Mais naturellement, ils logent dans les quartiers qui ne sont pas urbanisés, dans les quartiers où il y a la promiscuité, dans les quartiers où il y a l'incognito, où personne ne dénonce personne, personne ne s'occupe de personne. C'est là-bas où ils logent. Mais l'élément favorable était les manifestations. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le Sénégal est devenu stable parce que sur le plan manifestation et autres, il n'y en a plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils font la criminalité, ils s'attaquent les gens en temps de nuit, dans les quartiers isolés comme Cité Batrin, dans les quartiers isolés comme les Almadies, sur l'autoroute, les gens lancent des pierres. Sur l'autoroute, même sur l'autoroute. Oui, ils lancent des pierres la nuit, tu heurtes les pierres, tu t'arrêtes, ils t'attaquent et ils retournent dans les bas-côtés et entrent dans les forêts. Maintenant, ce qui va se passer, c'est le renseignement criminel qui peut le régler. Et avec la participation... On va y arriver, Major. Le temps d'écouter également Cherna Keita, puisque malgré les méfaits, il y a tout de même une présence effective des forces de l'ordre. Est-ce que ça veut dire que cette présence n'est pas encore assez dissuasive, Cherna Keita? Cherna Keita, la liaison a été interrompue. On va retourner donc continuer le débat avec le major de gendarmerie à Lunkandi, major de gendarmerie à la retraite. Major, est-ce que donc la présence effective des forces de l'ordre sur le terrain, est-ce que elle est assez dissuasive pour vous? Elle est à la fois dissuasive, mais aussi la présence des forces de sécurité sur le terrain pour des criminels et des associations de malfaiteurs, ils adoptent d'autres stratégies. C'est-à-dire, nous sommes, comme je vous ai dit, c'est important, les facteurs criminogènes. Le facteur criminogène, la non-urbanisation des cités, l'incognité, la promiscuité, la démographie, l'échec scolaire et tout ce que vous voyez sont des facteurs favorisants pour la criminalité et sont les causes, par exemple, de criminogènes. Parce que présentement, quand nous sommes présents sur les routes, nous faisons des patrouilles hautes, mais les délinquants, ils vous contournent. C'est le renseignement criminel qui marche et la participation des populations. C'est comme le disait Robert Peel, il faut qu'il y ait un partenariat entre les populations et les forces de sécurité. Il faut que les populations participent à la sécurisation par la fourniture de renseignements et de parler à la police et à la gendarmerie de leurs inquiétudes et de leurs menaces. Ce qui ne se passe pas au Sénégal. Excusez-moi. Parce qu'au Sénégal, présentement, personne ne dénonce personne parce que c'est l'enfant de ton condo, comme on dit, c'est l'enfant de ta cousine, c'est l'enfant de ton grand frère. Bref, c'est un coloré. Donc même s'il tue, s'il blesse, tu ne le diras jamais. Dans les HLM, maintenant, il y a des nids de criminels, mais qui sont connus des gosses là-bas. Mais personne dans la cité et dans le quartier ne les dénonce. Mais est-ce qu'il ne faut pas chercher à justement changer cet état d'esprit-là des citoyens sénégalais, si on veut bien sûr se débarrasser de l'insécurité? Non, pour se débarrasser de l'insécurité, nous avons déjà mis en place, la gendarmerie et la police ont mis en place des brigades de recherche partout. Oui. Et des sections de recherche. On fait le renseignement et on a des points focaux de renseignement. Maintenant, on les démantèle. Mais le problème qui se pose,
c'est dans l'effet de surprise. Quand ces délinquants sortent sur l'autoroute, qu'ils sortent à la cité Batrin, qu'ils sortent aux Almadies, qu'ils sortent à Ngor, qu'ils sortent à Yembel, à Maliké et autres, ils font sporadiquement leur action et ils retournent dans la population. Aussitôt, parce que c'est des gosses qui habitent chez des parents, qui ont une maman, qui ont des sœurs dans le quartier haut. Le matin, quand tu les vois, tu n'oses pas dire que c'est lui parce que sinon le quartier t'attaque, les frères et les sœurs vous attaquent. C'est ça le mal du Sénégal parce que les Sénégalais ne veulent pas dénoncer et n'acceptent pas de dénoncer. Et que les gens et les policiers ne sont pas des satellites ni des sorciers. Il faut, la lutte contre la criminalité. Il y a la criminalité réelle d'ailleurs et la criminalité apparente est résolue comme non résolue. La criminalité réelle, c'est tous les crimes qui se commettent au Sénégal connus par la police ou non. La criminalité apparente, c'est la criminalité qui est connue et qui est portée à la connaissance des policiers et des gendarmes. Maintenant, là-bas, deux hypothèses, que ça soit résolu ou non résolu, c'est de prendre le délinquant ou de ne pas le prendre. Mais comme le disait Robert Pire, j'ai été coupé, qui parlait de la police community, le CAPLA, le partenariat. Il faut que nos populations arrivent à avoir le bon sens qu'un nouveau résident, un passager dans leur cité, quelqu'un qui a un comportement peu orthodoxe, il faut appeler au numéro vert de la police et la gendarmerie pour les aider à la partition, pour les trouver. Même si vous avez vu les crimes impossibles, mais les gens appellent. Oui. Même les polices américaines, là, les gens les appellent. C'est une attitude qu'il faut apprendre, Major. Ouais. Sénégalais qui favorisent la criminalité. Moi, j'ai été commandant de brigade des recherches de Dakar, j'ai été fondateur de la section des recherches, j'ai fait des investigations sur-régionales et internationales. Mais si tu n'as pas de point focal, mais à toi seul, tu pourras faire des recoupements, tu feras de l'analyse et tout, mais ça retardera l'action, parce que si les gens ne collaborent pas avec la police et la gendarmerie, mais madame, je suis désolé, mais lutter contre la criminalité, l'éradiquer, ce n'est pas possible dans un État. Merci beaucoup, Major. Voilà, Major, on vous retrouve tout à l'heure dans l'édition d'information de 13h. Merci encore à Alioune Kandji. Cherna Keita est en ligne. Rebonjour, Cherna Keita. Bonjour madame, ça va bien? Bien, merci. Alors je vous demandais tout à l'heure, avant que la liaison soit interrompue, est-ce que pour vous la présence actuellement des forces de l'ordre est assez dissuasive pour les malfaiteurs? Non, pas assez dissuasive parce que nous sommes en train de faire tous les efforts possibles pour qu'il n'y ait pas d'agression et qu'il n'y ait pas d'insécurité dans ce pays. Mais malheureusement, quand on mène un combat, il faut qu'on soit aidé. Aider comment? Et c'est la justice, ça c'est les magistrats qui doivent aider les policiers. Parce que quand les sanctions sont sévères, ceux-là qui veulent agresser autre chose, ils sont disciplинés. Mais quand vous prenez des agresseurs qui agressent, qui vont même jusqu'à tuer, ou agresser d'une façon, la personne est devenue invalide, et que quelques 2 mois après, ils ressortent dans la rue pour refaire les mêmes choses. Mais c'est pour ne pas respecter vraiment les policiers. Les peines sont trop légères. Extrêmement légères. On a criminalisé le viol. On doit criminaliser forcément les agressions et autres. Et c'est forcément cela qui doit vraiment faire de sorte que ces gens-là qui ont l'intention d'agresser pour nourrir leur famille autre. Parce qu'il y a aussi la complicité des parents. Ne dis pas que votre enfant n'a ni mécanicien ni autre, n'a aucun métier et passe son temps à dormir. Il sort pour revenir très tard. Et il vous remet un billet de 10 000 ou 5 000 francs, vous ne demandez pas où est-ce qu'il a trouvé cet argent-là. Mais vous savez qu'il a agressé. Dans le quartier, il y a des bandits qui circulent, qui sont connus et suivis par les populations et qui le savent dans le quartier. Mais ils refusent de dénoncer, soit disant que c'est un habitant, c'est un cohabitant. Voilà la situation de fait. Par conséquent, c'est ce que doivent maintenant faire les policiers et les gendarmes. On ne peut pas mettre dans une somme de 17 500 000 habitants. On ne peut pas mettre dans chaque citoyen un policier. Mais pour ces cas d'agression la nuit ou bien à l'aube, est-ce que plus de patrouilles peut aider justement à diminuer un peu ces cas d'agression? Mais bien sûr, ça je suis d'accord avec toi. Il faut aussi les moyens matériels parce qu'il faudrait qu'on équipe la police de véhicules et la gendarmerie pour qu'ils puissent circuler par conséquent. Pourquoi aujourd'hui au Sénégal on ne peut pas le faire? Et d'ailleurs, au-delà de ça, on a un effectif pléthorique. Ça je vous dis pléthorique parce que vous allez dans un commissariat de police et vous le voyez aux forces de police, il n'y a que 3 ou 5 éléments. Nous, à notre époque, on était 25 éléments dans une brigade. Mais par conséquent, nous, on pouvait tout le temps intervenir. Aujourd'hui, prendre des risques, les policiers ne le font plus parce que ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le métier, mais prendre des risques pour se retrouver en prison, c'est extrêmement grave. Madame, comment imaginez-vous qu'un policier devant un agresseur, armé de gourdins ou de coupe-coupe, et qui est là, une bande armée de 10 ou 15 personnes,
et que la loi vous interdit de tirer parce que les armes ne sont pas proportionnelles. Vous avez un pistolet, quand une balle les atteint, ils perdent la vie. Et qu'ils ont des coups et autres, on vous dit qu'est-ce que vous avez à faire. Mais prendre la fuite, et pourquoi prendre des risques? On ne le sait pas, d'autres sont là, sont en prison. Le père de Bassirou Faye et d'autres qui sont là. Oui. Ils ont pris des risques et aujourd'hui ils se sont retrouvés en prison. Mohamed Bougalet, il a perdu son travail, soit disant qu'il a tiré sur Bassirou Faye. Or, deux espoirs ont disculpé. Et vous voyez, c'était la paix. Au fil du temps, on a su que même dans les cités universitaires, les étudiants sont armés de pistolets ou autre chose. Par conséquent, ils vont revoir la réglementation et pour assurer la sécurité d'abord des policiers et des gendarmes et pour leur permettre de faire ce travail-là. Merci beaucoup, Cherna Keita, brigadier, chef des gardiens de la paix à la retraite et président du mouvement national des policiers à la retraite au Sénégal, tout corps confondu. Merci encore à Alioune Kandji, major de gendarmerie à la retraite. Midi 47 minutes, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci à Abdoulaye Diop à la mise en onde, Meïssa Mbaye à la partie digitale, réalisation et l'âge Ndiogoudjen. Retour de l'info dans 10 minutes. Ce sera la grande édition d'information en Wolof avec Fama John. Merci à toute la rédaction. Merci à vous surtout de votre fidélité.